Bonjour, aujourd'hui cette deuxième vidéo pour vous parler de l'enseignement, mais surtout pour vous parler des enfants et de comment les accompagner, comment les guider, comment être à son côté. Alors je vous parle en tant qu'ancienne enseignante et actuellement comme accompagnante en bio-neuroémotion. Alors, une question qui est assez répandue, qu'on l'entend souvent, c'est celle que vous voyez ici. Comment apprendre aux enfants à se faire respecter? Cette question peut-être que je me la pose comme enseignante, mais aussi comme maman, ou enseignant ou papa, comme grand-père, grand-mère, comme un adulte, tout simplement, qui est à côté d'un enfant. D'accord? De notre entourage, les enfants de notre société. Alors, comment aider les enfants à se faire respecter? La réponse, évidemment, elle est vaste et large. On pourrait dire que c'est un apprentissage qu'on fera pendant toute notre vie. Hein? Alors, mon idée, ce n'est pas de répondre à toute cette question, sinon de vous donner une petite piste. D'un côté, vous dire qu'heureusement, il y a de plus en plus de personnes, de disciplines, de techniques, de visions différentes de voir les choses pour accompagner les enfants. Hein. Mais ce qu'on voit et ce qui se répète surtout à l'école, de là où j'ai eu l'expérience, c'est de chercher des coupables. En fait, on suit en fait, dès qu'on voit le problème, un enfant ne se fait pas respecter, qu'on repère ce problème, on cherche des coupables. Hein. Si c'est l'enfant, c'est les fréquentations de l'enfant, c'est les parents, c'est l'enseignement, les enseignants, pardon, ou la société, ou bien on s'autoculpabilise. On cherche des coupables dehors ou en deuxième degré, ça serait se sentir coupable nous-mêmes. C'est une chose que j'ai assez vue dans le milieu de l'école hein, et aussi dans mon entourage. On laisse tout ça de côté, chercher des coupables, hein, parce que même si on se dit qu'on ne le fait pas, on le fait. D'accord? Je le vois aussi assez souvent dans mes consultations. On laisse la culpabilité de côté, c'est le premier pas, et on va regarder autrement. Et je vous propose de vous poser la question, comment ferions-nous pour nous faire respecter, nous? Et après cette question, petite parenthèse. D'abord, je vais vous donner une perspective Advaita, qu'on ne voit pas la dualité, sinon l'unité, d'accord, de l'être humain, de la vie, que c'est la mienne. Cette façon où je ne vois pas deux, je vois un. Et ça nous permet de voir cet effet miroir que je veux vous expliquer. Pour se faire respecter, il faut tout d'abord se respecter soi-même. Si on vit des expériences de non-respect, c'est le reflet direct de que nous, on ne se respecte pas. Je vous pose un exemple pour comprendre ça. Vous pouvez ne pas être d'accord. Expérimentez-le, si vous voulez. Mais je vous pose un exemple de ça. Quelqu'un m'insulte. Ça peut m'affecter ou pas. On peut me dire un gros mot ou on peut me dire que c'est quelque chose que je fais n'est pas bien ou que je suis à me poser un adjectif. Comment je peux le percevoir comme une insulte? Ou non? Vous voyez, c'est sûr que vous avez vécu des expériences comme ça. Ou que ça vous affecte à vous, mais pas la personne d'à côté. Ou que votre ami, il se sent très mal pour quelque chose qu'on lui a dit, qu'il se sent insulté, et vous dites, bon, c'est pas si grave. Si cela m'affecte, c'est que cela me touche. Et cela veut dire que ce qui se passe, c'est quelque chose qui parle de moi. Ça serait l'effet miroir, que c'est pas que c'est magique, c'est que ce que je vois, ce que je perçois, ma perception, ça dépend de moi, pas de l'autre. D'accord? Alors, si je vois que cette personne, elle est en train de ne pas me respecter, ça dépend de moi. C'est moi qui se sens ne pas respecter.
Et la même chose avec nos enfants. Nos enfants, c'est des miroirs magnifiques parce qu'en plus, l'enfant, et surtout si c'est notre enfant, mais l'enfant en général, on voit ce côté de plus de naïveté, plus innocent, hein, et comme ça, ce travail il est beaucoup plus facile de faire, de se dire, d'enlever tout ce qu'on voit de il est méchant, il fait quelque chose pour m'embêter, c'est beaucoup plus facile d'enlever tout ça, d'enlever toutes les culpabilités ou les jugements qu'on peut faire, et on peut voir cet effet miroir beaucoup plus facilement. D'accord? Alors, si on voit que notre enfant ne se fait pas respecter, c'est que ça parle à nouveau de nous. Parce que peut-être qu'on voit que notre enfant, on l'insulte et ça peut nous faire rire. Je pose un peu l'extrême, mais ça peut arriver. Si par exemple, notre enfant il a 10 ans et un autre petit de 3 ans l'insulte, ça peut nous faire rire. Vous êtes d'accord? Ou non, hein? Mais ça peut arriver. Cela veut dire à nouveau que ça dépend de ma perception. Alors, je ferme une parenthèse. D'accord? Tout ça, c'est tout simplement faire cette réflexion de que quand on voit à l'extérieur comme mon enfant ou cet élève ne se fait pas respecter, à la base, c'est ma perception, mon interprétation, ça dépend de moi, de mes expériences, de comment je perçois cette expérience qui est devant moi. D'accord? En sachant tout cela, revenons à la question initiale. Comment aider aux enfants à se faire respecter? Et on reformule la question. Comment aider l'enfant à se respecter? Cet effet miroir. D'accord? Maintenant, nous, on va à nouveau sortir, on ne va pas s'impliquer, même si on est tout le temps impliqué par ce qu'on perçoit. On sort, on regarde cet enfant, parce que quand même, on est l'adulte qui est censé le guider. On le regarde, et au lieu de se dire comment l'aider pour se faire respecter, pour que les autres, comment on fait pour l'aider à se respecter soi-même. Et je vais aborder un seul aspect, l'assertivité. L'assertivité, c'est un concept forgé par un psychologue américain qui s'appelle Andrew Salter, s'appelait au début du XXe siècle, d'accord? Et il y a plusieurs définitions de ce mot-là, je vous en lis deux. Il désigne l'aptitude à exprimer des idées ou à défendre des droits sans agressivité envers autrui. Ici, j'utilise le mot agressivité, mais il y a d'autres définitions où il n'y a pas ce mot-là. Deuxième définition que j'ai choisie, et si vous voulez compléter cette idée, ce concept, de le comprendre, vous pouvez aller regarder d'autres définitions. L'assertivité, ce serait le fait d'assumer ce qu'on est, ce qu'on fait et ce qu'on dit, dans le respect de sa propre personne et dans celui des autres. Alors, vous voyez, on peut séparer la définition en deux. Il y a une partie où c'est communiquer, dire d'une façon vraie. Aussi, ce côté oser le faire. Hein? Et il y a cet autre aspect du respect de soi-même et respect de l'autre. Respect de soi-même, c'est parce qu'on l'exprime. On ne le cache pas. Et respect de l'autre. Je vais laisser ça pour tout à l'heure parce que je vais en parler. La bonne nouvelle, c'est qu'un enfant fait ça naturellement. L'enfant, il est assertif. Sauf des cas extrêmes où des enfants très très petits déjà ils ont des problèmes par des situations extrêmes de sa vie, mais sinon l'enfant il est naturellement assertif. Alors nous sommes naturellement assertifs. À chaque fois qu'on parle de l'enfant, tenez compte que nous sommes que nous avons été enfants et que cet enfant, il est dans nous, c'est notre expérience du passé, mais qu'elle est toujours en nous. D'accord? Alors, si l'enfant est naturellement assertif, nous le sommes aussi, naturellement. On a ça en nous. Qui n'a pas vu parfois un enfant dans la rue dire à sa maman « Et maman, il est très laid cet homme ou cette femme ou cet enfant ».
Ça vous est arrivé comme maman ou vous avez vu ça? C'est un exemple. Et posez votre exemple où l'enfant il va s'exprimer, il va dire ce qu'il pense naturellement. On peut voir le côté assertif, c'est le côté je m'exprime, je ne mets pas des limites dans ce que je pense. Et c'est vrai que vous pouvez voir, mais oui, mais ici, cet enfant, il ne respecte pas l'autre. Attention, je vais vous poser un autre exemple pour réfléchir à ça. Quand j'étais au Guatemala, il y a 20 ans déjà, ça passe vite, 20 ans, oui. J'étais en surpoids à ce moment-là, et dans la rue, on m'appelait la gorda. La gorda en espagnol, ça veut dire la grosse. Mais mes camarades, parce qu'on est parti en groupe à travailler dans les écoles, dans un tout petit village, mes camarades qui venaient avec moi, ils étaient vraiment gênés qu'on m'appelle la grosse. Et qu'on m'appelle comme ça. D'un côté, je me disais, ben oui, je suis grosse. Pour cela serait une insulte. Et d'un autre côté, je percevais aussi que eux, ils ne voyaient pas comme quelque chose d'insultant. Peut-être le contraire. C'est là, pour la première fois de ma vie, je me sentais mal d'être grosse, parce que cela voulait dire que j'avais accès à la nourriture, que tous ces gens qui habitaient dans ce petit village dans des conditions compliquées économiquement, ils ne pouvaient pas être gros. Alors, c'est que dans mon pays, à ce moment-là, j'habitais en Espagne, non, j'habitais en France déjà, c'était une insulte. Là-bas, c'était juste le contraire. J'avais la chance d'être grosse comme ça. Alors, est-ce que eux, quand ils disaient la grosse ou la gorda en espagnol, c'était une insulte? Ça dépendait de ma perception. Oui ou non? Alors, quand l'enfant tout petit dit il est laid, cet homme qui traverse la rue, est-ce que c'est une insulte? Ça, je vous en parle pour faire un peu que vos neurones ils se choquent entre elles et essayer de voir la chose autrement, parce qu'il s'agit de ça, d'élargir notre perception, de ne pas rester, de percevoir d'une seule unique direction, sinon de pouvoir percevoir un peu plus ouvertement. Quand un enfant nous fait un commentaire que, comme à mes camarades au Guatemala, ça leur gênait. D'accord? D'abord, revenez à la parenthèse que j'ai fait tout à l'heure. Ça parle de nous, ça nous gêne pas l'enfant. L'enfant, il est tout. Là, il a dit ce qu'il voulait. D'accord? Ce que je vous propose, c'est de ne pas lui interdire. Quand un enfant, naturellement, il est assertif, après on parlera du respect de l'autre, mais dans le sens où lui, il s'exprime, lui, il dit ce qu'il pense, et lui, il n'a pas l'intention de faire mal à l'autre, de dépasser les limites de l'autre. D'accord? Cet enfant, si on lui dit non, ne dis pas ça, ça se fait pas. Combien de fois vous entendez ou vous dites ça à un enfant? Ça ne se fait pas. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Quand on interdit, on fait que l'enfant, cette naturalité qu'il a d'exprimer les choses qu'il voit, qu'il pense, ses réflexions, il les cache dans l'ombre. C'est dans notre inconscient. C'est les choses interdites. Elle passe direct à notre inconscient. C'est des choses qu'on continue par penser. Parce que ça, une chose qu'on pense, on peut pas l'effacer. Mais si on nous l'interdit, elle ne s'efface pas et elle reste dans notre inconscient. Et c'est ça qui, après, quand on devient adulte, ça deviendra un problème. D'accord? Je vous propose de ne pas interdire l'enfant. On sait qu'il y a des choses qu'on va lui dire non, parce que c'est des choses dangereuses. Non, ne traverse pas sans regarder parce qu'une voiture va... Ça,
il y a des choses qu'on est obligé à faire. Hein. Mais dans ce cas-là, quand c'est un commentaire que nous, on perçoit que ça peut ne pas respecter l'autre, d'abord, on ne lui interdit pas. Ce qu'on peut faire, c'est lui poser des questions, lui faire réfléchir sur la chose qu'il a communiquée ou la chose qu'il a dit. On laisse d'abord les enfants avec cette naïveté naturelle, mais on va arrondir quand même les petits détails de cette situation qui peut être un peu gênante pour nous. Parce qu'il me faut avouer que même moi, quand au Guatemala on me disait la grosse et que je comprenais que c'était n'est pas une insulte et que je pouvais accepter, j'aimais pas trop qu'on me le dise ça, qu'on m'appelle comme ça. D'accord? C'est là où il y avait pour moi une limite, non? Ou par exemple, quand j'étais enseignante, les enfants je me rappelle CP, CE1, les plus petits non, les plus grands non plus, mais vers CP, CE1, ils me disaient Betty, Betty, bêtise, hein? Et ils m'appelaient bêtise. Et moi, ça me faisait rire. Parce que moi, je voyais à CP, par exemple, c'est quand ça commence le travail de lecture un peu plus poussé. Bon, ça commence depuis 3-4 ans, ça dépend de l'enfant. Mais à CP1, c'est ce moment où il jouait avec les syllabes. Et dire bêtise et jouer avec les mots de cette façon, pour moi, pédagogiquement, je trouvais ça très intéressant. Et moi, il me disait bêtise, ça me faisait rire. Mais quand même, ça ne me plaisait pas qu'il m'appelait bêtise tous les jours. Alors, ce côté gênant, c'est ma perception, mais je peux décider que, oui, c'est ma perception, mais je n'en ai pas envie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrondir ces petits détails de gêne de l'autre ou que l'autre perçoit que ses limites ne sont pas respectées? Pour travailler ça avec cet enfant qui a été vrai avec ses commentaires. Comme parent, comme éducateur, comme adulte qui veut aider son enfant à se respecter et à se faire respecter, on peut lui poser tout simplement de différentes questions de réflexion. Par exemple, si l'enfant dit il est laid ou des commentaires qu'on pense qui sont gênants par l'autre, on peut lui poser la question, par exemple, est-ce que cette information que tu lui apportes, parce que quand tu dis cet homme il est laid, il t'entend, tu es en train de lui dire ce que tu lui dis, est-ce qu'il est nécessaire pour cette personne? Est-ce que cette personne elle a besoin de ce commentaire que tu fais, de cette information que tu lui apportes, de cette information qui est ton point de vue, par exemple. Ça dépend de l'âge de l'enfant, on va adapter la phrase. On peut lui poser la question aussi, est-ce que cette personne aime ce que tu lui dis? C'est important de formuler ça en question et pas en phrases qui disent cette information n'est pas nécessaire pour cette personne ou cette personne se sent blessée par ton commentaire. Ça, on passe l'information et on ne permet pas que l'enfant il réfléchisse ça pour lui-même. C'est très important que l'enfant puisse réfléchir, que ces questions aident l'enfant à comprendre, à se positionner et que l'enfant y fasse une prise de conscience. Si parfois l'enfant n'y arrive pas, on peut lui dire, est-ce que toi tu aimerais, mais sans jugement derrière, surtout sans jugement de part de l'adulte, est-ce que tu aimerais qu'un autre enfant qui passe dans la rue te dise que tu es laid ou que tu es laide? D'accord? Il faut laisser le temps que l'enfant il voit cette information, il la capte, il prenne conscience. Et surtout, qu'il ne se sent pas coupable d'avoir dit ça. Parce qu'il faut qu'il puisse exprimer à chaque fois ce qu'il dit, mais il faut lui donner les outils pour apprendre à mesurer les limites. Et c'est ça, les limites entre ce qui est le respect de soi et le respect de l'autre. Si ça nous arrive comme personne qui directement l'enfant nous fait un commentaire, d'accord? On est la personne qui passe dans la rue et qu'on nous dit t'es laide, cette femme-là elle est très laide et c'est toi la femme, d'accord?
Si c'est comme ça, ce qui est très important comme adulte qui se trouve devant un petit enfant qui s'exprime, c'est d'exprimer directement, comme adulte, nos émotions et nos limites. Comme moi, quand on me disait la grosse, pour moi, il y avait une limite. D'accord, j'ai compris, mais ça ne me plaît pas. Et je vais l'expliquer. Et aussi, quand vous vous trouvez dans ce cas-là, il faut aussi ne pas juger cet enfant. Avec l'enfant, c'est très facile. Avec les adultes, c'est un peu plus compliqué. Il ne faut pas oublier que l'adulte, il a cet enfant en soi aussi. Que si l'adulte, il ne respecte pas ce que tu penses que c'est tes limites, c'est aussi qu'il y a une partie de cet enfant qui n'a pas pu apprendre ça. Justement parce qu'on habite dans cette société où on n'apprend pas ça aux enfants. D'accord? Alors, revenons à cet enfant, on est cet adulte, on voit cet enfant qui dit quelque chose de nous que ça ne nous plaît pas et on n'a pas envie qu'il dise ça, et on l'exprime. On lui dit à cet enfant que je n'aime pas ça ou j'aime ça, et je comprends mais je ne veux pas que tu dises ça à nouveau. Ou... Chacun il va s'exprimer, il faut que vous vous exprimez. Là, je parle selon moi. Après, vous, vos expériences, vous exprimerez à cet enfant de votre façon et vos problèmes à vous et vos limites à vous et ce qui est important pour vous, pour chacun de nous. Et surtout, sans juger l'enfant, sans lui dire que ce qu'il fait mal. Dès qu'on décide comme adulte, ça c'est le bien et ça c'est le mal, on ne permet pas que l'enfant le fasse pour lui-même. Quand on dit ce que tu fais, c'est mal, cet enfant, il va le cacher dans son inconscient, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ça va être un blocage pour cet enfant dans le futur, cet adulte qui va arriver. Par contre, quand l'enfant lui-même, il comprend que ce qu'il dit, ça fait mal à l'autre, ou l'autre n'en a pas envie, il peut rectifier et apprendre ce qui est tellement difficile que c'est cette limite, je vous disais tout à l'heure, entre le respect pour moi-même et le respect de l'autre. Et pour finaliser, je voudrais ajouter que quand on se retrouve dans cette position où on pense que quelqu'un ne me respecte pas, ou cet enfant, quand on voit l'enfant qui ne se fait pas respecter, d'accord? Ou quand on pense que c'est nous qu'on ne se fait pas respecter, je vous encourage à faire un autre regard, après toute cette vidéo, cette explication, faites un autre regard vers l'autre comme un cadeau qui nous arrive. Au lieu de voir quelqu'un qui m'agresse, qui dépasse mes limites, qui ne me respecte pas, au lieu de voir ça, on peut voir une nouvelle opportunité pour apprendre à se respecter soi-même, pour apprendre à mettre mes limites, à m'exprimer, à être assertif. Parce que la vie nous amène tout le temps des expériences pour nous aider à apprendre. Alors cette personne qui m'insulte, c'est une personne qui vient m'apprendre à me respecter. Bonne journée à vous tous. J'espère que cette vidéo vous aide ou vous sera utile.